France Inter, la radio des Européennes, Nicolas Demorand. Et c'est la 3e matinale grand format que vous propose France Inter à 10 jours maintenant des Européennes. Vous en connaissez le principe et le déroulé. Questions sur le programme et l'actualité avec Yael Gauze. Puis 3 zooms sur l'écologie, l'international et l'économie. Après 9 heures, 2 jeunes électeurs nous rejoindront. Ils votent pour la première fois aux Européennes et débattront avec la tête de liste. Amis auditeurs, vous aurez la parole aussi, bien sûr. Je compte sur vous au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de liste LFI, eurodéputée sortante. Après l'entretien avec Yael Gauze, place donc aux spécialistes et aux éditorialistes de la matinale. Célia Quiré vous interrogera sur la souveraineté écologique, Pierre Aski sur l'Ukraine, Dominique Seux sur les accords de libre-échange. Mais d'abord, question rituelle que nous posons à tous les invités de ces matinales spéciales afin de situer l'enjeu de ces élections. Réchauffement climatique, guerre en Ukraine, élections présidentielles incertaines aux États-Unis en novembre prochain. Les européennes du 9 juin sont-elles les plus importantes de l'histoire de ce scrutin ? Elles sont sans doute une des plus importantes. Vous savez, j'ai 34 ans, donc j'ai pas forcément le recul de toute l'histoire des élections européennes, ce d'autant plus que c'était mon premier mandat. Mais j'observe quand même que c'était un mandat crucial. On a fait face à plusieurs crises multidimensionnelles, la crise du Covid, une crise énergétique, l'inflation, la guerre à nos portes. Et il y a un certain nombre de dogmes aussi qui ont bougé sous ce mandat. Pour la première fois, on a parlé de protectionnisme, les règles budgétaires qui organisent l'austérité ont été suspendus. Et là, on est à cette croisée des chemins, on est en train de se le prendre comme un immense retour de bâton. On a sans doute la pire cure d'austérité face à nous, qui est la conséquence des nouvelles règles budgétaires qui ont été votées par l'Union européenne il y a à peine quelques mois et qui se traduisent par des coupes budgétaires drastiques dans le budget de la France. C'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments, des coupes budgétaires dans l'écologie, c'est nos hôpitaux, nos écoles, la réforme de l'assurance chômage. Et moi, je pense que ce scrutin, c'est aussi un grand référendum sur ce grand plan d'austérité qui a des conséquences très concrètes dans nos vies, moins de soignants à l'hôpital, moins de professeurs à l'école. Donc, il y a énormément d'enjeux dans ce scrutin. On est aussi dans un contexte politique national très particulier, d'un macronisme déclinant, et se pose la question de qui et comment construire l'après-Macron. Et conséquence de ces crises à répétition, l'extrême droite a un niveau inédit dans les intentions de vote. On parle de la France, là, à près de 40% si on additionne les listes de Jordan Bardella et de Marion Maréchal. Emmanuel Macron disait en Allemagne, à Dresde, lundi, un vent mauvais souffle en Europe. Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Regardons autour de nous le moment illibéral que nous vivons. Est-ce que vous partagez l'alarme du président de la République ? Qui a fait souffler ce vent mauvais en Europe ? Qui a été le marchepied de l'extrême droite ? Qui a voté une loi immigration en France qui reprend les thèses de Jean-Marie Le Pen sur la préférence nationale ? C'est précisément les macronistes. Donc oui, on voit partout en Europe l'extrême droite progresser. On voit qu'ils sont racistes, xénophobes, qui sont sexistes, qui s'attaquent systématiquement aux droits des femmes. Mais on voit aussi qu'en matière sociale, mais ils sont alignés avec les macronistes. Quand il s'agit de voter contre l'ISF, contre la taxation des superprofits, contre la hausse du salaire minimum, contre davantage de redistribution des richesses, contre des écarts de salaire au sein des entreprises, ils votent systématiquement contre, aux côtés des macronistes. Je le vois au quotidien au Parlement européen, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Donc ces espèces d'opposants, de confort, de ce petit duo entre les macronistes et l'extrême droite. C'est un duo pour vous ? Dans une certaine mesure, oui. Les macronistes ont choisi leur opposition parce qu'ils tentent de nous rejouer le truc de c'est moi ou le chaos. Personnellement, je pense que ça fonctionne pas très bien au vu de leurs difficultés dans la campagne, mais surtout c'est extrêmement dangereux parce que ça fait planer le danger de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. On est à H-1 avant l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et on l'a vu dans tous les autres pays européens ce que ça donne. Et on a vu qu'à chaque fois que la gauche trahit son ambition sociale, trahit son ambition écologique, elle installe l'extrême droite au pouvoir. Donc moi, c'est aussi un de mes moteurs d'engagement en politique. Je veux tout faire pour que le 9 juin, mais après aussi,
on se donne les moyens de construire autre chose, de tracer un horizon, un espoir. D'abord, question sur la guerre à Gaza, qui occupe une place prédominante dans la campagne des Insoumis, notamment à travers la figure de Rima Hassan, qui est 7e sur votre liste et omniprésente en meeting à vos côtés, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous reconnaissez que la campagne LFI a et aura été dominée par Gaza ? D'abord, c'est pas le seul sujet que l'on aborde dans nos meetings. Je ne sais pas si Yael Goss, vous avez eu l'occasion d'assister. Non, mais nos reporters suivent votre campagne comme les autres candidats. J'imagine, donc vos reporters ont pu témoigner du fait que c'est loin d'être le seul sujet que l'on aborde dans cette question. Dans cette campagne, on parle aussi, par exemple, beaucoup de la question de la vie chère, comment bloquer les prix des produits de première nécessité. Vous parlez beaucoup aussi de Gaza. Vous parlez aussi beaucoup de Gaza. On a dit depuis le début, le moment où j'ai lancé ma campagne, c'était le 16 mars dernier, j'ai parlé de protectionnisme, comment mettre fin aux accords de libre-échange, j'ai parlé de la vie chère et on a parlé de la paix. Parce que oui, on ne détourne pas le regard sur le massacre qui est en cours dans la bande de Gaza. Vous les avez vus, ces images ? Massacre ou génocide ? Oui, génocide. Vous avez une rapportrice spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, qui a écrit un rapport, Anatomie d'un génocide. Mais on peut ergoter tant qu'on veut sur les mots. Yael Goss, vous les avez vus, ces images ? Il y a 3 jours, dans la nuit de dimanche à lundi, un bébé décapité. Des hommes et des femmes brûlés à vif. Un camp de réfugiés pris pour cible par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. C'est un massacre sans précédent. Et oui, l'Union européenne a des leviers, devrait utiliser ces leviers. Et nous n'avons eu de cesse de défendre pas seulement un cessez-le-feu, mais un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est important parce que, je veux dire, c'est la question qui nous est posée, c'est quelles sont nos réponses politiques à apporter demain en tant que député européen, aujourd'hui en tant que député actuel, parce que j'ai été bien seule à porter ces propositions. Donc reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Oui, reconnaissance immédiate. L'Espagne, l'Irlande, la Norvège, c'est important, la Norvège dans l'histoire du Proche-Orient avec les accords d'Oslo, le font. Emmanuel Macron dit pas sous le coup de l'émotion, mais quand ce sera utile. 2 choses. La première, ça fait... Moi, depuis que je suis née, que j'entends François Hollande devait le faire, Jacques Chirac devait le faire, Emmanuel Macron devait le faire, personne ne l'a fait. Et puis, je veux répondre à Emmanuel Macron. Ce sera quand le bon moment ? Quand il n'y aura plus de peuple palestinien ? Quand ils auront tous été tués sous les bombes israéliennes ? Quand ils auront tous fui ? Quand ils auront plus d'État ? Vous allez reconnaître l'État de Palestine ? Mais est-ce que ça justifie que votre 7e de liste, Rima Hassan, déclare dans un tweet le 26 mai, à la suite du bombardement à Rafah, Israël, je cite, est une monstruosité sans nom. Est-ce que vous dites la même chose ? Israël est une monstruosité. Vous pouvez jouer sur les mots. C'est pas jouer sur les mots, là. Non, mais est-ce que vous pensez que affamer une population, tuer sans discrimination des civils, les priver d'eau, de médicaments, de nourriture, les priver d'aide humanitaire, les faire fuir au sud de l'enclave, à Rafah, puis les bombarder à Rafah, vous pensez que c'est pas une monstruosité ? On peut dire Israël et Netanyahou, est-ce que vous faites le distinguo ou pas ? Moi, je n'associe pas l'ensemble de la population israélienne au gouvernement israélien. C'est une clarification qui est importante à faire. Parce que vous avez vu comme moi, en Israël, il y a aussi des mobilisations qui appellent à un cessez-le-feu, qui appellent à la reconnaissance de l'État de Palestine, qui appellent à la libération des otages. Et je pense que le meilleur moyen d'ailleurs pour libérer les otages, c'est d'avoir un cessez-le-feu. La dernière fois qu'il y a eu des otages libérés, c'est pendant un cessez-le-feu. Mais vraiment, je vous appelle et je vous supplie à sortir du commentaire politique pour essayer de se concentrer sur les réponses. Politique, réponses qu'on peut apporter. Une demande d'explication, sur les mots. Je crois avoir été très claire dans ma réponse. Mais là, j'appelle vraiment toutes et tous. On ne peut pas voir un massacre à ciel ouvert sans ne rien faire. Et nous n'avons pas le droit international à géométrie variable. Une vie israélienne vaut une vie palestinienne, vaut une vie ukrainienne. Et en tant que députée européenne, on doit tout faire pour utiliser nos leviers. Et je regrette d'avoir été si seule, y compris au Parlement européen, à demander des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Cite, la cause palestinienne est juste, noble, elle ne peut pas faire l'objet d'une politique intérieure. Je refuse d'importer ce conflit, c'est rendre la vie plus difficile à nos compatriotes juifs et musulmans. Fin de citation. Je vous demande pas là de faire du commentaire philosophique, mais de me dire ce que vous pensez de cette position-là. Je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Marie Toussaint. Vous savez, associer l'ensemble des Juifs de France au gouvernement de Benjamin Netanyahou
et antisémite. Et moi, je n'associe pas l'ensemble des Juifs de France. Je ne pense pas que tout le monde est d'accord avec ce que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je pense que c'est notre responsabilité. Moi, je n'ai jamais confondu les deux, mais je pense que c'est aussi notre devoir et notre responsabilité d'avoir des mots très clairs à l'égard d'un gouvernement qui commet des massacres avec la complicité de l'Union européenne qui refuse d'agir par notre silence, par notre inaction. On se rend complice. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Pourquoi on ne suspend pas l'accord d'association ? Il y a des clauses de droits humains qui sont manifestement violées. La Cour pénale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt. La Cour internationale de justice a demandé l'arrêt de l'offensive à Rafah. Je veux dire, c'est le droit international qui parle. On doit juste le respecter. Revenons au droit entendu. Ouais. Revenons au droit européen. La question de l'obéissance et de la désobéissance aux traités européens. En 2022, à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon prônait, je le cite, de désobéir chaque fois que c'est nécessaire pour mettre en œuvre le programme des Insoumis. Il évoquait des sujets comme les normes environnementales, les travailleurs détachés, le budget, la concurrence, la circulation des capitaux, qu'on comprenne. Si ça vous plaît, on garde le traité, on le respecte. Si ça vous plaît pas, on en sort, on fait quoi ? Non, je vais être très claire. On a posé un principe qu'on appelle un principe de non-régression sociale et écologique. Dit autrement, je vais vous donner des exemples précis. Le marché européen de l'énergie, les règles du marché européen de l'énergie ont fait exploser nos factures d'énergie, on l'a tous constaté, plus 45% en l'espace de 2 ans. Et la dernière réforme va encore empirer les choses en mettant fin aux tarifs réglementés d'électricité. On dit et on assume de dire qu'en toute hypothèse, on ne respectera pas ces règles si on veut maintenir des tarifs réglementés qui ne feront pas exploser nos factures. Deuxième exemple, je parlais de l'austérité budgétaire en début d'interview. C'est des coupes drastiques dans nos services publics, notre protection sociale, dans notre ambition écologique. On dit en toute hypothèse qu'on ne respectera pas ces règles. Et vous savez où est-ce qu'on a écrit ça ? Là-dedans. Alors, je suis à la radio, je saisis le programme de la NUPES. Et législative 2022. Précisément ce sur quoi on s'était mis d'accord collectivement. Il y a ici le petit logo du Parti Socialiste, des écologistes, du Parti Communiste et de la France Insoumise, parce qu'on disait très clairement que notre ambition sociale et écologique doit primer. Et vous savez, Yael Gauze, le premier à désobéir n'est pas celui que l'on croit. C'est Emmanuel Macron lui-même qui, en matière écologique, sur les normes en matière d'énergie renouvelable ou de pollution de l'air, désobéit. Eh bien, vous voyez, ces règles, nous y obéirons et nous désobéirons à l'austérité budgétaire ou au marché de l'énergie. Restons sur vous et sur l'Europe. Prenons un exemple concret. La fin des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. C'est une mesure européenne que vous avez soutenue. Si l'Italie, par exemple, de Meloni dit « moi, j'ai pas envie de respecter l'échéance », vous trouverez ça normal qu'elle ne respecte pas cet engagement ? C'est pour ça qu'à Gauche, j'ai précisé qu'on pose un principe de non-régression sociale et écologique. À chaque fois que l'Union européenne nous impose de revenir en arrière sur nos droits sociaux, avec par exemple le travail détaché, eh bien, nous ne respecterons pas ces règles. C'est un principe de non-régression. Mais ça ne remet pas en cause, par exemple, c'est une autre comparaison qu'on nous fait souvent, qui est l'état de droit, qui est évidemment l'indépendance de la justice, qui n'a pas de rapport. Et la directive sur, par exemple, les travailleurs des plateformes, qui est une grande victoire qu'on a obtenue au Parlement européen. On l'a obtenue contre Emmanuel Macron. C'est une protection sociale pour des millions de travailleurs ubérisés sur le continent. C'est la preuve que ça sert d'avoir des députés insoumis au Parlement européen. Eh bien, on l'a gagnée contre Emmanuel Macron et elle s'appliquera en France. Rassurez-vous qu'Emmanuel Macron le veuille ou non. Et c'est une matinale grand format. Notre invité aujourd'hui est Manon Aubry. Et on continue avec les spécialistes et les éditorialistes du 7-10. C'est Célia Quiré qui ouvre le bal, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Célia vous interroge sur votre vision de l'écologie. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Alors, vous défendez une vision protectionniste, souverainiste de l'écologie, une planification écologique européenne, mais il y a quelques contradictions. Vous êtes pour l'interdiction de la vente des voitures neuves thermiques en 2035, ça favorise l'électrique. Mais derrière, il y a la question des mines, sujet sensible pour fabriquer les batteries. Et là, vous êtes par exemple contre la mine de lithium dans l'Allier. Pourquoi ? Alors, plusieurs choses. D'abord, pourquoi je suis pour l'interdiction des véhicules à des voitures thermiques ? Parce que les véhicules électriques produisent 6 fois moins de gaz à effet de serre que des véhicules à voiture thermique. Pour autant, vous avez raison, ça nécessite plus de métaux. Il y a 2 questions sous-jacentes au passage aux voitures électriques. D'abord, il y a l'accessibilité financière. Et moi, je refuse que ce soit les Françaises et les Français qui aient à payer le prix de la transition écologique, et notamment ceux qui sont le plus en difficulté. C'est une des raisons pour lesquelles on s'était opposé à l'extension du marché carbone. Donc, se pose la question de comment on aide les Français. Je pense que cette question n'est pas complètement résolue. Et la deuxième question, c'est sur la
production de lithium. L'enjeu, c'est la protection des populations, de la santé, de l'eau et de l'environnement, et pas juste pour faire du fric, pardon de le dire comme ça. Et c'est la question qui est posée dans la mine de lithium dans l'Allier, spécifiquement, qui ne remplit pas ces conditions. Mais je vais plus loin que ça. Moi, j'assume de défendre aussi une certaine forme de sobriété. Je pense qu'il va falloir, de manière générale, diminuer nos usages de lithium, ce qui veut dire derrière aussi un impensé de la transition écologique et le développement des transports. Tiens, on parlait de désobéissance. Mais je reviens à ma question. Le droit de la concurrence impose une mise en concurrence de fret SNCF et de la SNCF. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'y oppose. Il faut développer les transports. Mais je reviens à ma question. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher du lithium en Chine, en Australie, en Amérique du Sud en attendant ? Non, je vous le dis, on a vocation, 1, à diminuer notre usage total de lithium, 2, à pouvoir relocaliser notre production de lithium. Mais c'est normal qu'il y ait un certain nombre de conditions à remplir et que ces conditions, à ce stade, ne sont pas réunies. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Une mine respectueuse de l'environnement. C'est pour ça que je vous dis que ça vaut de manière énergétique, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et c'est pour ça que j'assume de défendre aussi une dimension de sobriété si on veut être cohérent dans notre ambition écologique. Et en matière énergétique, vous parliez des voitures thermiques, mais la question qui se pose aussi de manière générale, c'est comment on produit notre énergie. Et j'assume de défendre un 100% d'énergie renouvelable, et ça doit être notre cap. Et là aussi se pose la question de la relocalisation de notre production, de panneaux solaires, d'éoliennes, dont on n'en produit quasiment plus en France. On est en train de fermer les 2 dernières usines de panneaux solaires. Donc oui, pour répondre à votre question, je suis en faveur de la relocalisation, mais il faut penser aussi à la transformation de nos usages, parce que on ne pourra pas, de manière indéfinie, consommer du lithium dans les décennies à venir. Il faut un moratoire, par exemple, sur les mines, y compris dans les dom-toms. On peut parler aussi de l'or, du coltan. Vous voulez, au niveau européen, vous défendez un moratoire ? Je pense qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées et que ces conditions ne sont pas toujours respectées. Je vous donne d'autres exemples de mines. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la documentation de violation des droits humains sur les mines de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. Cuivre et cobalt, on ne le sait pas, mais on en a tous dans nos téléphones, nos appareils électroniques, etc. Et moi, je suis fière au Parlement européen d'avoir obtenu une autre victoire qui est le devoir de vigilance des multinationales, qui a un texte central qui rend responsables les entreprises multinationales pour leur violation des droits humains et dommages à l'environnement dans leur chaîne de production. Donc il faut remettre des règles dans la mondialisation, y compris dans l'extraction de minerais. Alors, autre question de souveraineté, de l'alimentation. Aujourd'hui, notre modèle agricole repose sur les pesticides en majorité pour avoir des rendements. Or, vous voulez à la fois dans votre programme sortir des pesticides, ce qui est bien pour la santé et l'environnement, et baisser les prix. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible parce que les prix des denrées alimentaires ont augmenté environ de 20%. À l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs ont vu leurs revenus baisser. C'est qu'au milieu, il y a un acteur central qui s'appelle les industries agroalimentaires qui ont augmenté leurs profits et leurs marges de 70%. Donc nous, ce qu'on propose, c'est très simple. C'est d'un côté pour le consommateur de bloquer les prix des produits de première nécessité. Les pâtes, le riz, le lait, etc., les fruits et les légumes. Au milieu, de bloquer les marges des entreprises agroalimentaires. Et à l'autre bout de la chaîne, pour les agriculteurs, leur garantir des prix minimum garantis, des prix planchers. Je constate qu'à la fois les macronistes et l'extrême droite s'y opposent après l'avoir promis, respectivement, Emmanuel Macron et ça, Marine Le Pen. En France et en Europe. En France et en Europe. On l'a proposé à l'Assemblée nationale et je l'ai proposé aussi au Parlement européen dans le cadre de la politique agricole commune. Et s'agissant des pesticides, oui, bien sûr, on a, 80% des insectes qui ont disparu à cause des pesticides. On a le glyphosate qui est considéré comme un pesticide cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Emmanuel Macron lui-même avait promis d'en finir avec le glyphosate. Et puis, comme d'habitude, il est revenu sur sa promesse en matière environnementale. Ça doit être la fameuse pause sur les normes environnementales. Moi, j'assume de dire qu'on peut sortir des pesticides, on peut garantir des prix décents pour le consommateur et une rémunération décente pour les agriculteurs, mais ça suppose de s'attaquer aux marges des entreprises agroalimentaires. Et je suis la seule à proposer le blocage des marges. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et l'hiver qu'on a vécu, la colère agricole, l'Europe a renoncé à diviser par 2 l'utilisation des pesticides. Pour cette raison-là, comment vous résolvez ce problème ? Malheureusement, comme souvent, les lobbies ont gagné. Et c'est une des batailles aussi centrales que je mène au Parlement européen contre les lobbies qui font la loi, qui payent des députés, finalement, où on a à la fin un député sur 4 qui reçoit des rémunérations annexes, parmi eux qui touchent de l'argent directement de lobbies. Et ces députés, ils rendent plus des comptes aux élus
ces députés rendent plus des comptes aux citoyens qui les élisent, mais derrière aux lobbies qui les payent. Donc l'enjeu, c'est en effet qu'on puisse réduire l'utilisation de pesticides en Europe. C'est largement faisable. Et les agriculteurs, c'est une erreur de dire que le problème, c'est les normes environnementales. Ce qu'ils demandent, c'est vivre dignement de leur travail. Et ça, on le garantit à la fois par des prix planchers rémunérateurs, des prix minimum garantis. Et ils disent qu'on ne peut pas être soumis à une concurrence déloyale. On va parler ensuite des accords de libre-échange. Et c'est la raison pour laquelle je m'oppose fermement aux accords de libre-échange. Et vous en parlerez avec Dominique. Voilà, avec grand plaisir exactement. avec Dominique. Merci vous voyez, Célia. je fais même les transitions. Voilà, tout le monde fait les transitions, c'est comme ça. Merci beaucoup Célia Quigré. Pierre, on vous retrouve, Pierre Aski. Il vous interroge, Manon Aubry, pour commencer sur l'Ukraine. Alors Emmanuel Macron s'est dit prêt à laisser l'Ukraine utiliser les armes livrées par la France pour frapper des cibles militaires en territoire russe. Est-ce que vous y êtes favorable ? Bon, d'abord, c'est pas le premier changement de doctrine de la part du président de la République. On est un peu perdu. Un jour, on envoie des troupes, l'autre jour, non. Un jour, on frappe le territoire russe, l'autre jour, non. Je pense qu'à minimum, il faut un débat. Et moi, je demande, si c'est le cas, est-ce qu'il y ait un débat et un vote à l'Assemblée nationale si on change de pied et qu'on change de doctrine dans notre stratégie vis-à-vis de la Russie. Moi, je suis dans ce cas, vous y serez favorable ? J'y arrive. Et du coup, j'y arrive. D'abord, ça, c'est sur la méthode. Et sur le fond, j'ai écouté avec attention votre chronique. Moi, je suis assez prudente à l'escalade militaire. Je ne suis pas défavorable à l'envoi d'armes en Ukraine, notamment pour qu'ils puissent se défendre, pour que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Je dis au passage que l'Union européenne a délivré moins du tiers des armes qui ont été promises à l'Ukraine, que parmi ces armes et ces outils qui n'ont pas été livrés de manière suffisante, il y a des véhicules avant blindés, des systèmes de défense anti-aérien qui sont des éléments que l'on doit livrer bien davantage à l'Ukraine. Maintenant, il faut être prudent sur l'escalade, l'engrenage d'escalade militaire dans lequel on peut s'engager. Parce que où est la limite ? C'est la question qu'il faut se poser et c'est pour ça que nous, on avait posé plusieurs conditions à l'envoi d'armes et notamment le fait de toucher en profondeur le territoire russe. De facto, ça nous fera entrer dans un nouveau seuil dans l'affrontement entre la Russie et la France. Et entre la Russie et la France, ce sont deux puissances nucléaires et on a réussi à éviter un affrontement entre deux puissances nucléaires même pendant la guerre froide. Donc oui, il faut être vigilant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider l'Ukraine, y compris militairement, y compris financièrement. Par exemple, je suis la seule à proposer l'annulation de la dette de l'Ukraine qui se rend dépendante des marchés financiers par cela. Manon Aubry, on a l'impression d'entendre Jordan Bardella parler de la situation en Ukraine. Arrêtez, franchement, non. Il dit exactement ça, non, armes défensives, la paix, attention à l'escalade. Pardon. Soyez sérieux 5 minutes et regardez nos votes au Parlement européen. Les parallèles qui sont faits entre nous et l'extrême droite sont insupportables. Jordan Bardella a sur sa liste un poutinophile. Thierry Mariani. Jordan Bardella n'a pas voté 1 euro d'aide à l'Ukraine, je l'ai fait. Jordan Bardella n'a voté aucune sanction à l'Ukraine, je l'ai fait. Donc stop. Maintenant, vous voyez, ça ne fait pas honneur au métier de journaliste que de faire des parallèles entre nous et l'extrême droite. Je suis très précise sur ce que je propose et vous voyez, je viens de vous faire la démonstration que nous n'avons rien à voir avec ces poutinophiles. Et pour finir, juste à notre meeting samedi dernier, mais si vous y étiez, vous sauriez non seulement de quoi on parle, mais aussi qu'on a invité un opposant à Vladimir Poutine, un opposant à la guerre en Russie. Donc, vous voyez, les poutinophiles sont du côté de l'extrême droite, pas de notre côté. Cela dit, Manon Aubry, vous êtes opposé, par exemple, à l'importation du poulet ukrainien. Oui. On en a parlé beaucoup ces derniers temps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de rejouer le plombier polonais comme les partis nationalistes il y a quelques années ? Première chose, il n'y a pas besoin que l'Ukraine soit dans l'Union européenne pour l'aider. La preuve est, j'ai voté il y a à peine quelques semaines, un programme d'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Et je le referai autant de fois que c'est nécessaire, monsieur Aski. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas en affaiblissant notre industrie et singulièrement notre agriculture qu'on va aider l'Ukraine. En Ukraine, le kilo de production de poulet, il se produit à 3 euros, quand il est 7 euros en France. Le salaire minimum en Ukraine, il est de moins de 200 euros. En Ukraine, 60% des exploitations agricoles servent un oligarque et un oligarque qui se fait une tonne d'argent. Donc non, pardon, on ne va pas aider l'Ukraine de cette manière-là. Et moi, j'assume de dire que pour l'entrée de nouveaux pays, mais je suis constante, ça vaut pour tous les pays, il faut une harmonisation sociale, fiscale et environnementale avant l'entrée de nouveaux États. Regardez comment ça s'est passé avec l'Espagne et le Portugal, par exemple. Si on avait raisonné comme ça, c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est l'entrée dans l'Europe qui a permis l'harmonisation fiscale. Vous connaissez le salaire minimum en Bulgarie ?
Mais c'est encore très, Vous très le faible. connaissez Mais 330 euros par Oui. mois. Donc on est très loin de l'harmonisation en matière sociale. Et Oui, vous mais savez, certains après, pays de l'Est qui sont rentrés à ce moment-là sont aujourd'hui à 80% termine ma du réponse. point moyen. Après le dernier élargissement, la moitié des usines qui ont fermé ont été délocalisées au sein même de l'Union européenne. Allez dire aux ouvriers de Whirlpool qui a été délocalisé en Pologne, allez dire aux ouvriers de Dunlop à Amiens qui sont menacés de délocalisation en Slovénie que l'harmonisation sociale a marché en Europe. C'est faux, les faits le prouvent. Malheureusement, et c'est pour ça que moi je me bats pour un salaire minimum en Europe qui est équivalent à 75% du salaire médian de chaque État. C'est pour ça que moi je me bats pour des normes et pour abolir le statut du travail détaché, pour des normes pour les travailleurs ubérisés. C'est pour ça que je me bats pour tout ça, mais on ne peut pas dire que l'harmonisation sociale a fonctionné en Europe. C'est Pierre. faux. Une dernière question sur l'Ukraine. Est-ce que pour avoir la paix, l'Ukraine doit renoncer à une partie de son territoire? C'est à l'Ukraine de définir ses conditions. Et moi, ce que je sais, en revanche, c'est que le rôle de la France et de l'Union européenne, c'est d'essayer d'ouvrir des canaux diplomatiques parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. Bien entendu qu'il faut soutenir de toutes nos forces l'Ukraine, et je l'ai dit, militairement, logistiquement et financièrement. Mais au bout d'un moment, il faudra ouvrir des canaux diplomatiques. J'observe que l'Allemagne a pris une initiative les 15 et 16 juin. On pourrait aussi commencer par essayer de sécuriser les centrales nucléaires. Cette guerre se déroule au milieu de 13 centrales nucléaires qui font peser un risque pour le continent européen. Est-ce que vous voyez du côté de Vladimir Poutine le moindre signe qu'il est prêt à ne serait-ce que se retirer d'une partie de ce qu'il a conquis depuis le février? Quelle est l'autre issue que des négociations diplomatiques? Vous savez, on fait toujours la paix avec ses ennemis. Et si on ouvre les négociations... Mais c'est pas à moi de définir le prix. Moi, je souhaite que l'armée russe se retire du territoire ukrainien. Je pense que le meilleur moyen, la meilleure chance, y compris la Crimée. mais la meilleure chance pour l'Ukraine de conserver son intégrité territoriale, c'est d'ouvrir des négociations. Sinon, on part dans une guerre qui est sans fin, qui a déjà fait 100 000 morts, qui dure depuis 2 ans. Et moi, je souhaite que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Et pour cela, il faut que la France et l'Union européenne prennent une initiative diplomatique dans la lignée de ce qu'a fait l'Allemagne. Merci Pierre Aski. Et à vous Dominique Seux. Dominique, c'est le mot dénonciation qui vous a intéressé dans le programme de notre invité Manon Aubry. Oui, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Alors, votre projet européen propose de dénoncer donc les traités budgétaires européens, c'est-à-dire les règles de plafonnement du déficit et de la dette publique. Ça c'est connu. Mais vous souhaitez aussi annuler les dettes publiques, et ça se passerait comme ça. Il y aurait des audits citoyens un peu dans toute l'Europe, j'imagine dans des tas de villes. C'est vrai qu'on attend un peu avec gourmandise la façon dont un audit citoyen pour annuler la dette se passerait en Allemagne. Mais surtout, si vous annulez les dettes, qui prête de l'argent aux États après ? Dominique Seuch, vous êtes un journaliste économique que je respecte beaucoup et j'imagine que... Ça commence extrêmement mal. Non, j'ai beaucoup... Je vous écoute. Dominique Seuch, je vous écoute tous les matins. J'ai des désaccords avec vous. J'aime beaucoup vos débats du vendredi matin, singulièrement. Avec Thomas Porcher. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de la dette est détenue dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. Bien sûr, une partie. Bien une sûr. partie seulement. Et c'est pour ça que nous disons pas que nous allons annuler toute la dette. Nous disons que la dette fait peser une épée de Damoclès sur les États européens et est utilisée comme un outil au chantage pour faire des coupes budgétaires qui ont des conséquences très concrètes. Je le redis, la réforme de l'assurance chômage, c'est 4 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement va faire la poche des chômeurs, va encore plus les précariser. Pourquoi ? Pour faire des économies. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le gouvernement coupe 2 milliards d'euros dans le budget de l'écologie, notamment dans la rénovation thermique du logement. Je reviens sur la question de l'annulation de la dette. Comment on fait ? Comment on le fait ? Il y a 20% de la dette française qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Ce que nous proposons, c'est de les transformer en titres de dette perpétuels. Dit autrement, vous les renouvelez tous les 50 ans, 90 ans, et avec l'inflation, ça, la dette se fait grignoter. Je comprends bien, Mme Aubry, il n'est pas question d'annuler la dette qui est détenue par des porteurs d'obligations dans tous les pays européens. Je vous rassure, monsieur Seuch. Non, mais c'est une précision importante qui ne figure pas dans votre programme. Vous parlez uniquement de la Banque Centrale Centrale Européenne. Vous ne serez pas floués et les gens qui nous écoutent ne seront pas floués. Par contre, grâce à notre proposition, nos services publics, notre protection sociale seront gagnants. Tous ceux qui ont des professeurs qui manquent dans les écoles, ceux qui ont fait la queue des heures aux urgences,
tout le monde sera gagnant avec notre proposition et on sortira de l'austérité budgétaire à Puisque perpétuité. vous parlez de la Banque qui fait tant Centrale de mal. Européenne, travail de la Banque Centrale Européenne depuis 25 ans, qui a été au début décrite comme le temple de l'ordolibéralisme. Alors vous diriez sans doute néolibéralisme, je ne sais pas très bien la différence, mais bon, c'est des termes qu'on emploie beaucoup. Est-ce que vous dites la Banque Centrale Européenne, depuis 25 ans, elle fait le job, même si elle n'est pas complètement sur la ligne que vous défendez? Déjà, depuis 5 ans que je suis députée européenne et singulièrement depuis l'inflation record en Europe, Elle a beaucoup changé. qu'a fait la Banque Centrale Européenne? Elle a augmenté les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, elle part d'une erreur d'analyse. Celle qui voudrait que l'inflation serait due à une augmentation de la consommation. Alors que l'inflation, la Banque Centrale Européenne l'a reconnue elle-même et même le Fonds monétaire international. Vous voyez, ça n'arrive pas souvent qu'un insoumis cite le Fonds monétaire international. La BCE et le Fonds monétaire international ont fini par reconnaître que l'inflation était surtout due à l'augmentation des marges des entreprises. Et ce faisant, en augmentant les taux d'intérêt, ils ont arrêté l'économie et singulièrement, ils ont créé une crise du logement. D'accord, mais attendez, sur la Banque Centrale Européenne, je J'ai reviens un sur... désaccord avec la politique qui est menée par la Banque Centrale Européenne. Mais il y a ce un que problème vous dites... démocratique, surtout parce que, vous savez, moi je siège dans la Commission des affaires économiques et monétaires. J'ai le droit d'interroger 4 fois par an Madame Lagarde. Juste, je lui pose une question, elle me répond. Mais on n'a aucun contrôle démocratique, on n'a aucun débat. D'ailleurs, ce débat est intéressant, on pourrait l'avoir plus régulièrement. Est-ce que vous dites que sur la Banque Centrale Européenne, au fond, depuis 2 ans, elle a réussi à lutter contre l'inflation? Non. Ne revenons pas sur les causes, on pourra en débattre effectivement à l'infini, mais depuis 2 ans, l'inflation était à plus de 10%, elle est revenue à 2%, vous dites, c'est quand même pas mal. Précisément, elle a fait cette erreur de diagnostic, elle n'a pas jugulé l'inflation, parce que pendant 2 ans, on a eu des taux d'inflation records, et puisque, de nouveau, vous êtes un journaliste économique très précis, quand on a un taux d'inflation à 2%, ça veut dire que les prix continuent d'augmenter, ce qui est différent de la déflation où les prix baissent. Ce qui veut dire qu'au jour où on se parle aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires, par exemple, sont plus de 20% plus élevés qu'il y a 2 ans. Donc, je le dis, il y a eu un échec de la politique monétaire, et c'est pour ça que dans notre programme, on propose aussi changer le statut. Exactement, pour reprendre le contrôle démocratique de la BCE et y mettre aussi des objectifs climatiques. Alors, on va faire un virage sur l'aile. Un autre type de dénonciation, il y a juste le mot en commun, c'est vous voulez dénoncer l'ensemble, et le mot est important, l'ensemble des traités commerciaux conclus par l'Union européenne. Vous parlez même, je crois, dans votre projet de 79 traités commerciaux. Non, il y a 42 traités qui touchent 79 États. J'aime bien la précision, monsieur. Alors, vous avez raison. Pourquoi tous les traités? Vous le savez sans doute aussi bien que moi, l'Union européenne est en excédent commercial. En 2023, elle est en excédent commercial avec le reste du monde. Donc ça veut dire qu'elle ne souffre pas tant que ça du commerce international. En revanche, la France, c'est vrai, souffre. Elle est le pays qui est le plus en déficit relativement à la taille de son économie. Le problème, c'est le commerce ou c'est la France? Le problème, c'est le libre-échange, monsieur Seux. Parce que les accords de libre-échange, les autres pays n'ont pas l'air d'en souffrir. Je réponds à votre question. Pourquoi, pour moi, le libre-échange, c'est une folie? Je vais même vous dire, c'est une triple folie. C'est d'abord une folie sanitaire, parce qu'on importe des produits des 4 coins du monde qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires. Au Brésil, 30% des pesticides qui sont autorisés là-bas sont interdits dans l'Union européenne. C'est une folie, ensuite, environnementale, parce qu'on fait venir, par exemple, du lait de la Nouvelle-Zélande à 20 000 km d'ici, tiens, à l'heure où les gens prennent leur petit-déj. Que tel ou tel traité, ça n'a aucun sens. Que tel ou tel pardon, je suis précise, monsieur renégocié. C'est pour ça que je vous donne des exemples. L'ensemble. Oui, l'ensemble des exemples. Parce que d'un point de vue environnemental, quel sens y a-t-il à importer du lait de la Nouvelle-Zélande, des haricots verts du Kenya, de la viande du Brésil? On n'en produit pas en France, on n'en produit pas de bonne qualité. Et enfin, c'est une folie sociale. C'est ma 3e folie. Parce que ça fait peser. Laissez-moi répondre, monsieur Seux, si je peux répondre. C'est une dernière folie parce que c'est une folie sociale. Ça fait peser une concurrence déloyale sur nos agriculteurs, sur nos éleveurs qui produisent aujourd'hui largement de quoi nous nourrir. La moitié des fruits et légumes en France qui sont consommés sont importés. Ce n'est pas normal. Alors oui, j'assume et je suis fière même, je vais vous dire, d'être au Parlement européen la seule présidente de groupe qui n'a jamais donné aucune voix à aucun accord de libre-échange. Et le 9 juin prochain, si vous ne voulez pas importer des 4 coins du monde ce que vous consommez dans votre assiette, dans vos industries, alors votez pour la France insoumise, c'est protéger notre industrie et notre agriculture. C'était la fin. Le débat éco du jeudi se termine. Merci Dominique. 8h55, la parole maintenant aux auditeurs de France Inter. Et bonjour Yves. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Paris, on vous écoute. Oui, c'est ça.
Bonjour, j'aurais une question pour Manon Aubry, pour savoir quel était le projet de la France Insoumise de réforme des institutions européennes afin d'améliorer la participation des citoyens à ces décisions. Et sur un point peut-être plus personnel, en tant qu'ancien militant du parti de gauche et de la France Insoumise, trouvé assez déplorable qu'on tolère des insultes antisémites dans ses rangs, vu l'esclandre entre M. Giraud et M. Habib hier. Voilà. C'était à l'Assemblée nationale. Merci Yves pour cette question. Manon Aubry vous répond. Bon, d'abord, moi, je vais être très claire. L'antisémitisme est un sujet suffisamment sérieux. Je n'accepte aucune insulte antisémite. J'ai toujours été très claire sur le sujet et je le serai. Pour le fond du sujet, sur la réforme des institutions européennes, c'est un point très important que vous posez parce que moi, je fais partie de cette génération qui a commencé à découvrir la politique en 2005. Et en 2005, la France vote massivement contre le traité constitutionnel européen, 55% quand même, et il a ensuite été imposé par la force via le traité de Lisbonne. Et ce faisant, on éloigne les citoyens des institutions européennes parce qu'on leur dit on vous consulte et on fait tout l'inverse. Donc il est temps de remettre les citoyens au cœur de la décision européenne. Première chose, une forme de RIC européen, un référendum d'initiative européenne, parce que la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe des initiatives citoyennes européennes, notamment contre les pesticides, pour la défense du droit à l'avortement, etc., qui ne débouchent sur rien parce qu'il n'y a pas d'obligation pour la Commission européenne. Deuxième niveau, c'est pour ça que j'ai fait de la bataille pour l'éthique en politique contre les lobbies, une bataille si importante, parce que il y a une règle que j'ai découverte en arrivant au Parlement européen qui est l'opacité. Tout se négocie à huis clos. Donc imaginez, on n'est pas à l'antenne, on ferme la porte ici. Vous êtes les représentants des différents groupes politiques ici autour de la table. Je suis sûr, Monsieur Seux, que vous serez un excellent représentant de Monsieur Macron. Peu importe. Et on en débat. Et on en débat entre nous. Et promis, vous pourrez me répondre. Peut-être ne sommes-nous pas diffusés. Allez savoir. Mais c'est tout le sujet en fait. Pardon pour la blague, Monsieur Seux, mais pour qu'on comprenne bien, le cœur du sujet. C'est que à l'Assemblée nationale, les délibérations sont publiques. Au Parlement européen, toutes les négociations se déroulent à huis clos. Et vous savez, les lobbies sont comme les vampires. Ils détestent la lumière. Eh bien, moi, je suis pour jeter un immense vent de transparence. Quitte à jeter l'opprobre sur vos camarades de la NUPES. Pas jeter l'opprobre, monsieur. Votre tract récent était non, j'ai dit une chose très juste. Un député sur 4 au Parlement européen reçoit des rémunérations annexes. Vous trouvez ça normal? Pas moi. Moi, je suis pour interdire toutes les rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. J'ai écrit une lettre ouverte dans Libération en demandant à toutes les têtes de liste de s'y engager. J'ai pas vraiment eu beaucoup de réponses. C'est dommage, mais je continuerai à porter cette proposition et je pense que c'est la meilleure manière de faire irruption dans le jeu démocratique européen, même s'il faudrait une refonte totale des traités pour sortir des traités de libre-échange, pour sortir du droit de la concurrence, pour protéger notre fret SNCF, pour sortir de l'austérité. Merci Manon Aubry, vous restez avec nous évidemment. France Inter, la radio des Européennes. Nicolas Demorand. Et c'est la suite de cette matinale grand format. Nous sommes depuis 8h20 en compagnie de la tête de liste LFI, la France Insoumise, Manon Aubry. Et nous sommes ravis d'accueillir, comme à chaque fois, dans ce studio, 2 jeunes citoyens qui vont voter pour la première fois aux Européennes le 9 juin prochain. Mathilde et Louis, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Et bienvenue au micro d'Inter. Mathilde, vous avez 20 ans. Vous êtes étudiante en double licence de biologie et de géologie. Vous venez de Nice. Louis, vous avez 18 ans. Vous êtes lycéen en classe de terminale à Languidic. C'est près de Lorient. Ce chiffre que je rappelle à chacune de ces matinales, seul un petit tiers des moins de 35 ans sont certains d'aller voter le 9 juin. Ça, c'est un sondage. On verra ce qu'il en est dans les urnes. Il y a eu des sondages, des surprises, pardon. Yael nous le rappelait. 2019, oui. Voilà, exactement. Avec une mobilisation en forte hausse, finalement, le jour de l'élection. Pour vous, c'est fait, c'est certain, vous allez voter, Louis? Oui, tout à fait, oui. Et vous savez pour qui? Non, pas encore, j'hésite encore, mais... Gauche, droite? Tout est ouvert? Tout est ouvert, tout à fait. Pas de choix? Pas de choix encore. Et vous, Mathilde? Oui, de même, je vais aller voter et j'hésite encore entre 2 candidats. Gauche, droite, vous voulez nous dire? De gauche plutôt. 2 candidats de gauche. Vous parlez politique entre amis? Oui, régulièrement, oui. Ouais. Oui, Sur régulièrement. quel thème? Sur plein de thèmes différents, politique intérieure, géopolitique également.
Ouais, c'est assez vaste. Et vous, Mathilde? Un petit peu. Après, c'est vrai que les jeunes autour de moi sont pas forcément très politisés. Donc, j'en parle que avec ceux que ça intéresse forcément. Et ça fait un groupe de combien de personnes? C'est réduit. 1, 2, 3. Vous vous informez comment sur ces sujets? Réseaux sociaux, journaux, télé, radio, c'est quoi le meilleur moyen? Personnellement, un peu tout. Après, je sais que beaucoup de jeunes se passent pour s'informer par les réseaux sociaux. Je pense à TikTok notamment, X également, ex-Twitter. Après, voilà, moi personnellement, la presse, évidemment. Ah, la presse? La presse, et puis France Inter. France Inter, évidemment. Ah bah d'accord. Tous les matins. D'accord. Bah c'est bien. La radio et les journaux. Et vous, Mathilde? Un petit peu les réseaux sociaux. Évidemment, on essaie de démêler le vrai du faux. Et aussi un petit peu la radio et la télévision. Vous avez la parole, Mathilde. Donc gardez-la et entamez ce débat avec Manon Aubry. Que souhaitez-vous lui demander? Alors, vous défendez l'idée d'une allocation d'autonomie de 1 158 € pour les jeunes de moins de 25 ans. Concrètement, comment vous voulez mettre en place cette allocation et comment vous la financez? Merci. Manon Aubry. Bonjour Mathilde d'abord. Merci pour cette question parce que ça fait partie en effet de nos propositions phares pour cette campagne. On part d'un constat, c'est qu'on a 3/4 des étudiants qui disposent de moins de 3 € par jour et on a un étudiant sur 2 qui a recours à des paniers repas. On a vu pendant la crise du Covid, mais même depuis ça s'est pas arrêté, les longues queues des files étudiantes juste pour pouvoir se nourrir dans la 7e plus grande puissance économique mondiale. Donc ce qu'on propose, c'est en effet une allocation d'autonomie pour tous les jeunes au niveau du seuil de pauvreté, donc c'est pour être très précis 1 158 € par mois et qui est garanti sans condition. L'objectif, c'est que les jeunes n'aient pas à travailler pour faire leurs études, c'est le cas d'un étudiant sur 2, et que, puisque vous étudiez, je ne sais pas si vous travaillez à côté, mais pour que tout le monde soit à égalité. Comment on le finance? Et quels que soient les revenus des parents? Quelles que soient les conditions de revenus des parents, l'objectif, c'est que tout le monde soit mis à égalité. Comment on le finance? On l'a chiffré, ça coûte à peu près 50 milliards d'euros par an à l'échelon du continent. Et on le finance notamment, et c'est une forme de redistribution juste des richesses, avec un ISF européen, donc en allant taxer les plus grandes fortunes européennes et taxer les super profits, en gros en mettant à contribution celles et ceux qui peuvent le plus. Emmanuel Macron a fait le choix de supprimer l'ISF, je suis en profond désaccord avec ça, et c'est pour ça qu'on se bat pour un ISF européen. Et pour moi, il y a une forme un peu juste de redistribution des richesses, à faire taxer les grandes entreprises qui font des super profits comme Total, ou les plus riches comme Bernard Arnault, pour garantir que l'ensemble de la jeunesse de nos pays européens puisse étudier dans de bonnes conditions. Et votre seconde question, Mathilde? Vous dites... Sur un autre domaine. Oui, sur la biodiversité et l'écologie. Vous voulez protéger les mers européennes. Pour réguler la pêche, vous comptez plutôt importer dans des zones quitte à échapper à la régulation, ou alors pêcher dans les mers européennes au risque de dégrader la biodiversité? Manon Aubry. C'est un sujet hyper intéressant. On a tout un chapitre entier sur les océans et les mers dans notre programme. J'aurais pas le temps de faire le détail. D'abord, on a obtenu une belle victoire au Parlement européen qui est l'interdiction de la pêche électrique et qui va se matérialiser là dans les mois qui viennent, et c'est une bonne chose. Maintenant, ça suffit pas du tout pour pouvoir maintenir les ressources en poissons parce que il y a encore de la pêche avec du chalut en eau profonde, et on est pour interdire la pêche de chalut en eau profonde dans les aires marines protégées, et c'est le meilleur moyen finalement de protéger les ressources en poissons, de les renouveler. Vous savez, moi je viens d'une famille d'un petit village au sud de la Corse, et il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui étaient pêcheurs, et c'est des petits pêcheurs artisanaux, et ils m'ont raconté comment au fil des années, dans le sud de la Corse, en mer Méditerranée, les ressources en poissons ont été détruites, mais pas ont été détruites par les petits pêcheurs artisanaux comme eux, ont été détruites par les immenses pêches industrielles, et c'est ça qu'il faut réguler pour à terme sortir de ces pratiques-là. C'est le meilleur moyen de garantir la biodiversité, de renouveler les stocks en poissons. Allez, on fait tourner la parole. Louis, Manon Aubry. Merci. Alors ma première question porte sur le domaine du numérique et plus largement sur celle de la problématique de l'intelligence artificielle qui bouleverse nos vies quotidiennes. Est-ce que pour vous, l'Union européenne doit réguler l'intelligence artificielle, et si oui, comment? Et est-ce que, par exemple, on doit contraindre les entreprises américaines, je pense par exemple aux GAFAM, à payer pour aspirer les contenus européens?
Manon Aubry. Oui, clairement, l'intelligence artificielle, ça nous pose énormément de défis, dont probablement, et je le dis en toute humilité, on n'est pas au bout des questions qui nous sont posées. Ça bouleverse notre rapport au travail, ça pose un certain nombre de questions éthiques. La question de la protection des données, elle est centrale. L'Union européenne a un peu avancé de ce point de vue-là, mais je pense qu'elle reste encore beaucoup trop au milieu du gué, et surtout à laisser passer la surveillance biométrique, qui, je pense, est une terrible erreur. C'est un débat qu'on a eu aussi en France dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques. Moi, je reste profondément opposé à la surveillance biométrique. Donc l'intelligence artificielle, ça peut être une source, ça peut être une avancée dans nos vies, dans notre société, mais il faut de la régulation, il ne faut pas avoir la main qui tremble pour réguler, et notamment réguler les GAFAM. Il faut réguler a priori, c'est ça ce que vous dites ? Oui, il faut réguler a priori. Déjà, il y a une question de souveraineté qui est posée. Si on va dans le détail, vous n'avez pas de grand data hub en Europe, on dépend des États-Unis, donc il y a une question de souveraineté industrielle en Europe, mais il faut, c'est la difficulté du législateur, il faut essayer d'anticiper toutes les questions qui peuvent être posées, mais surtout ne pas avoir peur et ne pas se laisser dicter la donne par les grandes entreprises des GAFAM. Mon cher Louis, vous avez la parole. Merci. Alors ma seconde question, je vais revenir sur les étudiants, puisqu'elle concerne la crise du logement pour les étudiants, dont beaucoup ont de difficultés à en trouver un et qui représentent une grosse part de leur budget. Moi-même, à partir de ce soir, je connaîtrai mes résultats Parcoursup, et je vous avoue que la question du logement m'inquiète un peu, parce que je vais devoir partir dans une ville, trouver un logement, et je sais qu'elle inquiète nombreux de mes amis également. Et pour vous, comment l'Europe peut jouer un rôle dans cette crise du logement ? Comment elle peut y répondre ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes la subissent. Vous avez raison, je pense que c'est une des questions centrales dont on parle finalement trop peu de manière générale, pas que dans cette campagne. Je pense qu'on peut agir à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose si fortement à l'austérité budgétaire, n'en déplaise à Monsieur Seux, parce qu'il nous faut des moyens... Là pour répondre. Je discuterai avec lui hors antenne, mais parce qu'il nous faut des moyens pour investir massivement. Il n'est pas normal qu'on ait si peu de place en cité universitaire. Tous les étudiants, vous comme tous les étudiants qui nous écoutent, devraient avoir droit à un logement qui est géré par le Crous, et c'est d'autant plus scandaleux que les étudiants là à Paris sont fait virer à cause des JO, et je m'oppose aussi fortement à cela. Donc ça, c'est le premier levier, investir massivement dans des logements universitaires. Et deuxième levier qui concerne finalement toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, pas uniquement les étudiants, qui est la question de la concurrence déloyale, notamment posée par Airbnb. Je dis d'autant plus puisque vous venez de Nice. Moi, j'ai aussi grandi dans le Var, et donc sur la Côte d'Azur, toutes les zones en tension, mais c'est vrai aussi en Bretagne. Il y a la concurrence déloyale liée à Airbnb. Il faut de la régulation, parce que c'est ça qui fait exploser les prix. Quand vous avez le vieux Nice qui se dépeuple complètement parce que c'est que du Airbnb et que les gens n'arrivent plus à se loger, non seulement il faut davantage de logements sociaux, mais il faut aussi, au bout d'un moment, mettre des règles à Airbnb. Et donc moi, je propose une directive anti-Airbnb au niveau européen pour limiter le nombre de jours pour lesquels on peut louer un appartement, et qu'on n'ait plus des logements qui servent juste à de l'investissement et à de la spéculation immobilière. Mathilde a une troisième question à vous poser. Oui, vous voulez développer le train et interdire les vols de moins de 4 heures lorsqu'il y a une alternative ferroviaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin face à l'urgence climatique et limiter encore plus les jets privés, voire les interdire complètement ? Manon Aubry. Alors, on est pour une immense taxe sur les jets privés et les yachts de luxe. C'est dans notre programme, donc je pense que c'est une étape. Mais vous avez raison, l'autre étape, c'est aussi comment on développe les modes alternatifs de transport. Et là, c'est là où la Commission européenne fait fausse route. Ils sont en train de privatiser Fret SNCF, c'est-à-dire le transport de marchandises sur des trains. En France, on a moins de 10% des marchandises qui sont transportées sur des trains. C'est 20% en moyenne en Europe. Et qu'est-ce qu'ils font ? Vendre à la découpe des lignes de Fret SNCF. Il y a une grande mobilisation derrière des cheminots et des cheminotes cette semaine pour défendre le Fret SNCF. C'est un outil de la transition écologique. Donc, développons le Fret SNCF, développons le train aussi pour les usagers. On propose d'ailleurs pour les jeunes un passe-rail. C'est une forme d'Erasmus du rail, un passe-rail de 6 mois pour aller voyager partout en Europe gratuit. Et ça veut dire aussi derrière agir sur les prix, parce que la plupart du temps, par exemple, vous faites un Paris-Nice, ça vous coûte moins cher de le faire en avion qu'en train, ce qui est une aberration totale à l'heure de l'urgence écologique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi de la régulation du contrôle sur les prix et assumer une gestion publique du transport. Mathilde, à prendre moins l'avion ? Tout à fait. Moi, je pense que ce qui est limitant actuellement, c'est justement les prix des trains qui sont beaucoup trop élevés. Et si on... Pareil pour vous, Louis, ouais.
si sûr. les prix Si du les train prix baissaient, étaient... je pense que les gens prendraient Mais tout le plus monde, de je pense, vous, Ouais. moi, nous Oui, tous. Et moi, je comprends les contraintes financières qui pèsent sur les gens, mais il faut rendre les billets de train accessibles. Encore une question. Géopolitique. Question assez simple, si la Chine attaque Taïwan demain pour le motif qui sera le sien, l'Europe et la France doit-elle se ranger du côté des États-Unis, derrière une coalition qui serait menée par les États-Unis? J'ai vu que c'était un point de votre programme. Quel est votre avis sur cette question? Manon Aubry. Pour mener la guerre, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose. Mais si devait y avoir un affrontement géopolitique, alors il faudra qu'on en tire toutes les conclusions, prendre éventuellement des sanctions, mais l'objectif c'est précisément d'essayer de le prévenir, et c'est ce à quoi on tente d'agir avec la diplomatie française et la diplomatie européenne, ou tout du moins ce que l'on devrait faire pour prévenir une montée des tensions. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Mathilde, merci Louis d'avoir été à notre micro et d'avoir joué le jeu du débat politique et démocratique avec Manon Aubry. Avant notre petit euro-questionnaire, Manon Aubry, 2 mots d'actualité politique, je crois. Oui, Nicolas, les auditeurs le voient pas. Le livret programmatique de la NUPES législative. Je l'ai déjà montré tout à l'heure. 2022, vous l'avez montré. C'était 2022, c'était les législatives, ça vous a rapporté plus de 150 députés. Est-ce que ces élections européennes, qui portent sur des questions internationales, sur des choix européens, n'a pas révélé des fractures irréconciliables entre vous? Est-ce que c'est pas intenable de faire la NUPES après cette élection européenne? Vous savez, Yalgos, moi j'ai jamais théorisé les gauches irréconciliables. Et la dernière fois que la gauche est arrivée en tête à une élection devant le Rassemblement national, vous avez bien fait de parler de 2022, c'était en 2022. Sur la base de ce programme de la NUPES. Qui ne parlait jamais d'Europe et de questions internationales, puisque vous avez mis sous le tapis les questions diplomatiques. Faites votre travail sérieusement, il y a un chapitre entier sur les questions européennes dedans et qui faisait l'objet d'aucun désaccord. Je serais ravie de vous l'offrir à la fin de cette interview et comme ça vous pourrez regarder par vous-même. Non, il y avait des points d'accord, précisément parce qu'on s'était mis dans une démarche pragmatique de comment on s'y prend si on accède au pouvoir. Parce que, vous savez, moi, j'ai pas renoncé à l'idée que la gauche accède au pouvoir. J'ai pas renoncé à l'idée que on mette l'extrême droite au tapis. J'ai pas renoncé à l'idée qu'on puisse unir sur un programme de clarté. Et d'ailleurs, j'observe que la France insoumise est la seule qui a fait l'union. Et je le dis aussi, voter le 9 juin pour la France insoumise, c'est voter pour celles et ceux qui vont proposer l'union. C'est la meilleure garantie de l'union. Nous sommes les garants du programme de la NUPES. Et je pense que cette union, elle devra se continuer dans la clarté. Ce que nous avons réussi à faire en 2022, il faudra continuer à le faire contre tous les diviseurs, tous ceux qui veulent tourner le dos et en cela hypothèque la possibilité pour la gauche d'arriver au pouvoir. Et vous l'avez compris, on terminera par cette note d'espoir que je souhaite impulser à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Oui, la gauche peut revenir au pouvoir, mais pour ça, elle a besoin de clarté. Ce programme, la retraite à 60 ans, la sortie de l'austérité budgétaire et des accords de libre-échange. Bref, vivre mieux. Allez, l'euro-questionnaire. Question courte, réponse courte. Manon Aubry, plus grand écrivain européen. J'ai le droit de tricher un peu et de donner une écrivaine française parce que j'aime beaucoup Annie Ernaux et qui est une figure d'inspiration qui nous avait soutenus d'ailleurs en 2002 à l'élection présidentielle et qui, je crois, a ouvert la voie à beaucoup de féministes dans notre pays. La ville européenne qui vous correspond le plus? J'hésiterais entre Athènes et Barcelone pour plein de raisons, mais je vais vous dire Athènes pour faire simple, berceau de la démocratie européenne, qui a vécu dans sa chair l'austérité budgétaire, qui a résisté contre les nazis, donc ça fait plein de raisons. Et Barcelone, pourquoi? Pour l'auberge espagnole? Déjà, c'est une belle ville, mais aussi parce que à Barcelone, c'est une ville où la gauche a mis en œuvre un certain nombre de réformes sociales quand Ada Colau était au pouvoir. Et puis, il y a eu tout le mouvement des indignés à Barcelone, à Madrid, qui a donné aussi un peu de souffle. Un monument qui symbolise l'Europe. Je dirais le pont du 25 avril à Lisbonne, au Portugal. On fête l'anniversaire des 50 ans de la révolution des œillets, qui est une révolution qui s'est faite dans le pacifisme, mais qui a résisté contre les fascistes, contre la dernière dictature d'Europe de Salazar, et je crois qu'on devrait tous s'en souvenir. Et peut-être une suggestion pour la prochaine fois où vous serez en grève, il y a une très belle chanson de la révolution des œillets, Granda Villa Morena. Elle est formidable, écoutez-la, et bon, je vous souhaite pas forcément d'être en grève tous les jours, mais défendez le service public. Donc vous pourrez la diffuser. Soyez partial, le plus beau sport en Europe? Ah bah le water-polo, bien sûr. Je pratique le water-polo. C'est le plus beau et magnifique sport encore le temps au monde. Ouais, j'ai encore le temps et j'ai fait tous mes matchs de la saison. Et j'ai 3 entraînements par semaine et je pense que c'est important dans ce monde de fous de continuer à faire du sport. Et ça faisait partie des promesses que je m'étais faites à moi-même et je suis fière de l'avoir tenue. Eh bien, merci infiniment Manon Aubry d'avoir été notre invitée ce